Bonjour à tous, merci d'être ici en compagnie de Bernard Pivot. Bernard Pivot, je vais le présenter vraiment très brièvement parce que je pense que vous connaissez déjà un tout petit peu le personnage. Donc Bernard Pivot est né à Lyon, il est journaliste, il a été animateur de fameuses émissions de télévision, apostrophe, Bouillon de culture. C'est un homme de télévision donc, mais aussi et surtout un homme de passion. Autant de passion, les mots, la littérature, la presse, le métier de lire, le vin, le football, le théâtre, qui ont nourri les quelques ouvrages publiés essentiellement depuis une quinzaine d'années. Le dernier en date, La mémoire n'en fait qu'à sa tête, est un savoureux vagabondage à travers un parcours intellectuel et littéraire jonché de superbes rencontres. Mais avant de commencer avec vous ce vagabondage, je me disais, on est ici à Nancy, il n'aura échappé à personne que vous êtes président du jury Goncourt, et que Nancy est une ville particulière pour les Goncourt. C'est ici que naquit effectivement Edmond de Goncourt. Non, mais c'est... bonjour à tous, d'abord. Nancy, c'est la ville des Goncourt, parce qu'Edmond est né ici, et puis les archives de l'Académie Goncourt sont là, et puis que depuis je ne sais pas combien de décennies, enfin depuis que le festival du livre, le livre sur la place existe, les Goncourt viennent chaque année, et nous remettons chaque année le Goncourt de la biographie. Ça aura lieu demain matin à 11h à l'Opéra. Donc il y a une sorte de relations très anciennes et très presque charnelles entre Nancy et l'Académie Goncourt. Je veux dire, on est inséparables. Après Paris, parce que à Paris c'est évidemment le siège, donc le restaurant de Rouen, mais après Paris c'est Nancy. Vous êtes donc ici chez vous? Je suis chez moi. Merci de nous accueillir dans votre petite demeure, Bernard. Alors, vous n'avez jamais eu beaucoup de mémoire, écrivez-vous. Et c'est cette incapacité à mémoriser les lieux, à fixer le décor, qui vous a en fait dissuadé d'écrire des romans. Oui. Enfin, il y a eu un roman de jeunesse. Oui. Hein, vous aviez déposé le titre L'amour en vogue, personne ne l'a utilisé depuis vous ne savez pas? Non, mais vous savez, quand on a 21 ans, 22 ans, on pense que tout est possible, tout est à portée de main. Et donc, j'ai trouvé finalement qu'il était assez facile d'écrire un roman quand j'avais 21 ou 22 ans. Et donc, ça a donné L'amour en vogue. Alors, j'explique pourquoi. Parce que je suis lyonnais et à Lyon, la fête foraine s'appelle la vogue. Et mon personnage principal, mon héros, était gratteur de tête dans le train fantôme. Vous voyez, donc c'était un boulot quand même qui était très passionnant, très intéressant. Et donc j'ai écrit ce roman, je raconte d'ailleurs dans le livre, je l'ai apporté à mon ancien professeur de français du Centre de formation des journalistes, qui a trouvé pas mal. Alors il m'a fait 3 remarques. Il m'a dit, là il y a un petit peu long, coupé, puis il m'a dit, deuxièmement, vous devriez mettre un chien. Je lui ai dit, pourquoi un chien? Il m'a dit, parce que ça humanise un roman. Alors donc j'ai ajouté un chien. Et puis après, il m'a dit, oui, mais alors, votre histoire d'amour, c'est un roman d'amour, se termine tristement. Ça ne correspond pas à votre tempérament. Vous avez un tempérament plutôt gai, joyeux, donc vous devriez mettre une fin un peu plus optimiste. Alors donc j'ai rajouté une page où mon héros, qui était sans dessus-dessous parce que la personne qu'il adorait l'avait quitté, eh bien d'un seul coup recevait un héritage, enfin bref, se retrouvait, il avait 23 ans comme moi, donc oh mais c'est pas possible, j'ai arrêté. Attendez, je vais m'en occuper. Voilà, c'est bien. Et donc j'ai rabajouté quelque chose, et puis voilà. Puis il m'a fait une 3e remarque, parce que toujours dans l'optimisme final, alors j'ai terminé en disant, et Lyon est une ville épatante, on y mange à l'heure des repas. Ouais. Vous savez qu'à Lyon, le manger compte beaucoup, le boire aussi. Donc j'avais mis ça. Il m'a dit, ah oui, mais
le mot épatant, c'est pas mal parce que il était très ami avec Jean Dutour. Et il m'a dit, Jean Dutour l'emploie beaucoup, ce mot épatant, qui avait disparu de la circulation, il faut bien le dire, dans les années 20 et 30. Alors j'emploie beaucoup. Edmond Charleroux, d'ailleurs, ancien président de l'Académie Goncourt, on l'employait aussi énormément. Il m'a dit, mais c'est assez rare quand même qu'une ville résiste à ce tropisme de plus en plus, du déjeuner et du dîner de plus en plus retardé. Donc il faudrait mettre quelque chose de plus fort. Mettez merveilleux ou extraordinaire. Alors j'ai dit, bon, Lyon est une ville merveilleuse, on y mange à l'heure des repas. Voilà, ça a été la dernière remarque qu'il m'a faite. Et puis aujourd'hui, je pense que c'est moi qui avais raison. J'aimais beaucoup mon maître, je lui rends un hommage très affectueux dans le livre, mais je pense que c'est moi qui avais raison. Aujourd'hui, je pense que Lyon est une ville épatante, on y mange à l'heure des repas, c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Alors, donc c'était un péché de jeunesse. Oui. Alors, à l'époque, et je me suis aperçu après, quand je suis entré au Figaro littéraire, quand j'ai commencé à lire vraiment les romanciers de l'époque, je me suis aperçu que je n'avais pas le talent pour devenir un bon romancier. J'aurais pu rester un mauvais romancier. Oui. Et j'ai préféré finalement être un bon journaliste, enfin j'espère que je l'ai été, plutôt qu'un mauvais écrivain, qu'un mauvais romancier. Voilà. Donc, exit les romans. Et il n'y a pas eu de réédition en poche de ce roman-là, parce que vous auriez pu mettre épatant. Mais il y a eu une réédition en poche, mais alors longtemps après, du temps d'apostrophe. Oui. Alors, évidemment, ils se sont dit, tiens, il y a un livre qui ne s'est pas vendu, mais là, il va se vendre. Et alors, c'est le livre de poche qui est vendu. Alors, il y avait la fête foraine, ce n'était pas du tout un train fantôme, c'était un pouce-pouce qui était sur la couverture. C'est bizarre, parce que je ne parlais pas de pouce-pouce. Et il y avait Pivot en lettres absolument énormes comme ça. Et puis en tout petit, l'amour en vogue. Voilà. Donc vous n'avez pas beaucoup de mémoire, mais vous avez en revanche beaucoup de souvenirs. Et notamment, ces souvenirs surgissent au fil de vos nombreuses lectures. Et c'est à partir de ces moments où on s'arrête sur une page ou sur un paragraphe que vous avez songé à l'idée de ce livre, où chaque souvenir est suscité par un moment, une phrase d'un auteur que vous lisez. Donc c'est un ouvrage finalement qui s'est conçu sur la durée, parce que j'imagine que ça fait un certain temps que vous prenez des notes maintenant au fil de vos lectures. Oui, alors, mais c'est une chose que j'ai découverte en vieillissant, évidemment, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens ici qui ont le même réflexe que moi. C'est-à-dire que quand on vieillit, c'est une fatalité, on accumule des souvenirs. Et lorsqu'on lit beaucoup comme moi, tout d'un coup, on s'arrête sur une page, sur une phrase, sur un paragraphe ou même sur un mot qui vous rappelle quelque chose. Soit parce qu'il y a des ressemblances frappantes entre le personnage, par exemple, dont parle l'auteur et un personnage que vous avez peut-être connu, des ressemblances entre les idées que vous avez eues, que vous avez peut-être encore, et puis les idées que défend le personnage. Donc on a des arrêts, des sortes d'arrêts lecture et arrêts souvenirs. Et le livre est fait justement de ces arrêts comme ça qui me permettent d'évoquer des souvenirs. Alors, vous utilisez un joli mot, vous parlez de ricochet littéraire. Oui, c'est des ricochets, voilà. Vous lisez et ce que vous lisez fait un ricochet dans votre mémoire. Et alors, je vais donner le premier exemple parce que c'est peut-être un peu obscur ce que je dis là. Mais lisant je ne sais plus quel livre d'Ormesson, il raconte qu'il a reçu de son père une seule gifle dans sa vie. Et moi aussi, j'ai reçu. D'un seul coup, j'ai lu ça, j'ai dit, mais moi aussi, je n'ai reçu qu'une seule gifle. Alors je raconte la gifle de Dormesson et la mienne. Mais elles ne se ressemblent pas du tout. Ah mais alors pas du tout. Parce que lui, sa gifle, il n'avait que 6 ans. Il était à la légation de France, c'était à Munich, où son père était ministre plénipotentiaire. Et c'était en 1932-33, quelque chose comme ça. Et le gamin était comme ça à la fenêtre et d'un seul coup, il a applaudi parce qu'il y avait des jeunes gens qui défilaient merveilleusement bien en musique. Et là, puis son père est venu lui a donné une gifle parce que c'était des jeunes hitlériens qui défilaient. Alors que moi, rien à voir. Moi, c'est parce que c'est beaucoup plus glorieux. J'étais chez des amis, la cour de ferme, et mon père m'avait interdit de jouer au football. J'ai quand même joué au football, et il y a une vitre absolument, pas plus qu'une vitre. On peut dire que la porte entière vitrée,
volatilisé sous un shoot particulièrement bien appuyé. Je souhaite d'ailleurs que les Nancéiens en donnent en fassent autant ce soir. Et donc, alors je compare comme ça. La gifle de d'Ormesson, d'une certaine manière, est historique, alors que la mienne, elle est tout simplement privée. Voilà, tout simplement. On reviendra à Jean d'Ormesson tout de suite, très vite. Mais je voulais faire un petit détour d'abord par une lecture de Simon Less que vous faites, dans laquelle il cite le prince de Ligne, qui dit « J'ai fait attendre des empereurs et des impératrices, mais jamais un soldat ». Et pourquoi vous parlez de cela? Parce que vous devez donc être un empereur, parce que lorsque vous allez à l'Élysée pour voir François Mitterrand, afin de faire une émission assez exceptionnelle qui aura lieu le 14 avril 1995 et qui sera un peu une de ses dernières émissions, enfin, de François Mitterrand, il vous fait attendre, évidemment, une demi-heure dans un petit salon. Je sais que vous n'aimez pas beaucoup attendre, mais là, ma foi, il fallait bien en passer par là. Et l'émission a été absolument étonnante, épatante. Tous ceux qui ont approché François Mitterrand savent qu'il n'était jamais ponctuel. Hein. Jamais, jamais, jamais. Il faisait attendre, il a même fait attendre des foules entières lorsqu'il faisait des meetings. Il lui arrivait d'arriver avec une heure de retard à la tribune. Donc faire attendre une demi-heure n'avait rien d'exceptionnel. Non, mais simplement, c'est ce que je compare. Il se trouve que pour Paris Match en 1988, il a failli. En 1988, Paris Match m'avait demandé de faire l'interview de Chirac, de Barre et de Mitterrand. Et donc, je compare les trois. C'est assez amusant parce qu'ils se révèlent. Chirac m'a reçu tout de suite, comme ça. Barre, 5 minutes de retard. Mitterrand, une demi-heure. Et le plus étonnant, c'est, évidemment, je leur ai retourné l'interview pour qu'ils la corrigent, pour qu'ils apportent des modifications s'ils le veulent. 48 heures, j'ai reçu la copie de Chirac. Il n'avait rien changé, pas un mot. Tout de suite après, j'ai reçu celle de Raymond Barre, où il avait changé une ou deux phrases. Et François Mitterrand a failli mettre Paris Match en retard parce qu'il a tout réécrit. Tout réécrit. Incroyable. Et je veux dire que ça traduit bien la psychologie de ces trois hommes politiques très, très différents, rivaux. Mais c'est pour ça que j'ai raconté ça, parce qu'elle est révélatrice des relations qu'ils avaient avec les gens, et en particulier avec les journalistes. Il n'en demeure pas moins que vous avez quand même animé plusieurs émissions assez exceptionnelles avec François Mitterrand. Oui. Et oui. Ça a été des moments très, très forts. Oui. Il y en a eu plusieurs. La 5e émission d'Apostrophe s'intitulait les lectures de François Mitterrand. Et donc, j'avais réuni autour de lui des écrivains qu'il aimait. Il y avait, je me rappelle, Max Gallo, il y avait, je sais plus, non, plus tard, après, il y a eu Patrick Modiano, il y avait Paul Guimard, etc. Et puis, il a parlé d'écrivains qu'il aimait, d'écrivains décédés, de grands écrivains. Alors, c'était formidable parce que c'était, je me rappelle très bien, je l'avais appelé au téléphone, je lui ai dit, vous voulez parler de qui pour montrer des livres? Alors, il m'a donné une liste impressionnante où il n'y avait pratiquement pas d'auteurs, disons, de gauche. Ils étaient tous de droite. Il y avait Lamartine, il y avait Jules Renard, il y avait Buzzati, il y avait, comment il s'appelle, Chardonne, Collabo, incroyable, etc. Et j'avais été absolument stupéfait finalement de l'audace de Mitterrand qui finalement avouait ses goûts littéraires qui n'étaient pas en conformité avec ses opinions politiques. Donc il y a eu François Mitterrand, mais évidemment, j'en reviens, il y a eu Jean d'Ormesson, qui est, je crois, l'auteur que vous avez et qui, lorsque vous écrivez un livre de souvenirs, vous ne pouvez pas le faire sans Jean d'Ormesson, parce qu'il a été très très souvent là devant vous dans votre vie professionnelle. Donc il y a eu toutes ces émissions que vous avez animées auxquelles vous l'avez invité, je ne sais pas, mais je crois que c'est un peu le recordman des invités. Et puis il y a eu aussi cet épisode, et si on fait un peu ces souvenirs de manière un peu chronologique, on va s'attarder un peu sur le Figaro littéraire. Il y a eu bien évidemment, il a été votre chef au Figaro littéraire. Ça a été un grand moment. Oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé dans la presse écrite. J'ai commencé par hasard
au Figaro littéraire, où je suis resté 15 ans avant de passer à la télévision. Je suis une vocation tardive de la télévision, parce que je n'ai commencé, je n'avais que 38 ans. Aujourd'hui, c'est très vieux, oui. C'est très tard pour commencer. Donc c'était une belle période de ma vie, oui, au Figaro littéraire, où je suis entré, alors que je n'avais absolument pas les qualités pour m'y imposer, mais enfin, ça s'est plutôt bien placé. Oui, mais ça, pardon de vous interrompre, mais vous le rappelez, cette embauche assez surréaliste le Figaro littéraire cherche un stagiaire, je crois. Hein. Vous sortez oui. tout frais et moulu du CFJ, oui. et ils vous choisissent. Racontez, parce que c'est savoureux. Je revenais du service militaire, donc je suis arrivé à Paris, je suis allé au centre de formation des journalistes et j'ai dit, voilà, je cherche une place de débutant, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Alors là, je me rappelle Claire Richet, Dieu est son homme, elle nous a quittés il y a quelques mois. Elle m'a dit, vous voulez aller où? J'ai dit, le journal L'Équipe. Elle m'a dit, L'Équipe, on n'y connaît personne, mais on a refusé ce matin une place de stagiaire au Figaro littéraire. Est-ce que ça vous plairait? Ils avaient refusé parce qu'il n'y avait personne. Je dis, écoutez, moi, oui, j'aime bien, mais je ne suis pas sûr de convenir à un journal littéraire, même si je lisais quand même pas mal. Donc le soir même, j'ai été reçu par le rédacteur en chef, qui s'appelait Maurice Noël, qui était un ami de Paul Claudel et de Paul Valéry, et qui avait une culture absolument prodigieuse, et qui m'a fait passer un examen de lecture. Ça a été un désastre, inutile de vous le dire, un désastre total. Et je me rappelle que la première chose qu'il m'a demandé, c'était est-ce que j'avais lu les Mémoires d'Adrien, de Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar, jamais entendu parler. Hein. Et 20 ans après, j'allais faire une interview d'elle aux États-Unis. Et donc, il m'a posé des questions comme ça, auxquelles je ne pouvais pas répondre. Et à la fin, la dernière question, il m'a dit, mais est-ce qu'il vous arrive de lire? Mais c'est vrai que je lisais, effectivement, je lisais un peu, mais je lisais pas énormément, je n'étais pas un fou de lecture. Mais alors, je lui ai cité Antoine Blondin, que j'adorais, Félicien Marceau, et puis alors, un auteur que j'aurais jamais dû citer, vous imaginez, au rond-point des Champs-Élysées au Figaro, Aragon. Voilà. Donc c'était vraiment mal parti. Hein. C'était très, très, très mal parti. Et puis, bon, j'étais certain d'une fin de non-recevoir. Et puis, à ce moment-là, il m'a demandé d'où j'étais. J'ai dit j'étais de Lyon. Il m'a dit... Alors, à ce moment-là, il s'est mis à me raconter des souvenirs de journalistes du Figaro repliés à Lyon en 1941. Alors, il m'a dit qu'ils avaient bien du mal à faire un journal qui ne fut pas à la fois... qui fut à la fois... oui, qui soit bon pour les lecteurs et ses rédacteurs, mais qui avait gardé un bon souvenir de la ville de la Bellecordière, parce que voilà, il mangeait parfois des choses très intéressantes, et puis il arrosait de bons Beaujolais. Et alors là, je l'entends dire Beaujolais, je lui dis « Ah, parce que vous aimez le Beaujolais ?» Il me dit « Oui, j'aime bien quand il est bon, j'aime beaucoup. » Et là, je lui ai dit la chose qui a changé ma vie. Je lui ai dit « Ma mère a une petite propriété dans le Beaujolais. » Alors là, je l'ai vu, je l'intéressais, là, vraiment. Là. Il m'a dit, mais elle fait du bon vin. Je lui ai dit, c'est pas elle qui le fait, mais elle a un vigneron. Mais oui, elle fait du bon vin, bien entendu. Très bon. Et il me dit, est-ce que je peux, contre un chèque, en avoir quelques litres, etc. Il me dit que d'ailleurs, comment ça s'appelle dans le Beaujolais, vous savez, ce petit tonneau de 10 ou 20 litres. Je me suis toujours demandé si c'était un piège ou pas. En tout cas, évidemment, je connaissais le nom du tonneau, ça s'appelle un caquillon, lui dis-je. Ah, un caquillon, me dit-il. Caquillon, très bien. Contre un chèque, est-ce que je peux avoir un caquillon? Je dis, bien entendu, dans 8 jours, vous l'avez. Et bien, il dit, je vous prends à l'essai pour vous commencer lundi. Voilà comment ça s'est passé. Ça tient un peu de choses. Oui, ça tient un peu de choses. Et donc, j'ai commencé lundi. Et 15 jours après, il est entré dans la salle de rédaction du Figaro littéraire, qui était à ce moment-là au rond-point de Champs-Élysées. Actuellement, il y a Adidas et puis Banana République. Le monde a bien changé. Hein. Et donc, il est arrivé, il a dit... Il avait une voix très nasillarde. J'entends encore sa voix. « Ah, Bernard Pivot, Beaujolais de vos parents, quelle merveille !» Et là, évidemment, j'ai été engagé.
Et vous commencez à faire énormément même si vous lisiez beaucoup, là, vous vous mettez à lire déjà énormément. Là, vous faites du rattrapage, là, vous avalez. Ah oui, alors là, ça c'est un trait de mon caractère, c'est-à-dire, là, vous avez raison d'insister là-dessus, c'est-à-dire que à la fin de l'entretien, quand il m'a dit, vous commencez lundi, etc., il m'a dit, mais vous êtes très en retard dans vos lectures, et il a pris 3 livres sur sa cheminée, que malheureusement je n'ai pas notés, j'aurais dû les noter, et il m'a dit, lisez-les parce que vous êtes très très en retard dans vos lectures. Et le soir même, j'ai commencé. Et je n'ai plus depuis relevé la tête. Donc j'ai lu énormément. Dans un désordre, un fouillis invraisemblable. Hein. Je passais de Tacite à Diderot, je sais pas, mais de Hervé Bazin à d'Ormesson, etc. Voilà, donc je lisais avec une boulimie incroyable parce que je me disais, c'est quand même la chance de ma vie. Être payé pour lire, c'est formidable quand même, non ? C'est quand même un sort enviable. Et ça vous permet de rencontrer de grands écrivains. Vous racontez dans votre ouvrage cette rencontre assez exceptionnelle avec la grande petite Karen Blixen, donc l'auteur de La ferme africaine, et ça se déroule chez de Rouen, je crois. Hein, c'est ce qui est une ineptie. Vous racontez bien pourquoi vient-elle chez de Rouen alors, et vous allez nous dire, elle ne mange rien. Alors, Karen Blixen, donc moi j'étais jeune journaliste, hein, donc je suis rentré fin 58 au Figaro littéraire, je crois que c'était en 60. Un an avant la mort de Karen Blixen, elle vient à Paris et le rédacteur en chef me dit il faudrait que vous alliez interviewer Karen Blixen. Donc j'avais, évidemment, j'ai lu tout de suite la ferme africaine et puis un petit peu le festin de Babette, mais je ne connaissais pas grand-chose. Puis elle n'était pas connue comme on la connaît maintenant. Et donc je me suis dit... Alors on parlait d'elle pour le prix Nobel de littérature. Et je me suis dit, ce serait intéressant de l'entraîner, vous voyez comme les choses sont étonnantes, de l'inviter au restaurant où on décerne le prix Goncourt. Donc je l'ai invité chez Drouan. Et je crois bien d'ailleurs que c'était la première fois que j'allais chez Drouan. Je suis allé quelques fois depuis. Hein. Et donc je l'ai invité là, en me disant ça va lui faire plaisir, etc. Et j'ai vu arriver un insecte, une petite chose fragile. Elle se flattait d'être la femme la plus maigre du monde. Et elle était d'une maigreur incroyable. Pourquoi ? Parce que son mari, le baron Blixen, il y a 50 ans auparavant, parmi ses cadeaux de mariage, lui avait donné la syphilis. Vous voyez, c'est cadeau. Et donc, elle souffrait de la syphilis, elle a lutté contre cette maladie toute sa vie. Et donc, elle n'avait plus d'estomac, elle ne mangeait pas grand-chose. Et alors, elle était venue soutenue par sa secrétaire. Et alors, donc, moi, j'avais l'air un peu con parce que je me suis dit dans un grand restaurant. Alors, j'ai expliqué pourquoi, le prix Nobel, etc. Et puis, alors, on a déjeuné, bien entendu. Alors, elle a mangé, je ne sais plus ce que je raconte, je le dis, parce que je l'avais noté à l'époque, j'ai fait un papier. Elle a mangé, je ne sais pas, un abricot ou un petit truc comme ça. 3 petits trucs. Elle a fumé. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle a fumé aussi. Et alors, la chose étonnante, c'est que sa secrétaire et moi, on mangeait aussi. Évidemment, moi, j'avais faim. Et je notais tout ce qu'elle me disait. Elle parlait le français, en plus. Hein, elle parlait très, très bien le français. Et donc, je notais. Et alors, j'allais me... tantôt, je prenais la fourchette, je mangeais. Puis tantôt, je prenais le machin. Et alors, alors je lui ai dit, à un moment, c'est terrible quand même que vous me regardiez manger, etc. Et elle a dit cette phrase à peu près, vous savez, c'est beau de regarder un jeune homme qui a faim, un jeune homme qui a faim et qui mange. Voilà. Et donc, je fait cette rencontre avec Karen Blixen, mais à l'époque, parce que je vous raconte l'histoire de la syphilis, on ne le savait pas à l'époque, on ne le savait pas. On savait qu'elle était malade. Mais elle avait le visage ravagé, quand même, vous dites. Absolument ravagé. C'était une petite chose très, très fragile, repliée sur elle-même. Vous savez, comme ça, on a l'impression qu'on soufflait qu'elle allait partir et elle est décédée 1 an après. Et ce jeune homme qui mangeait devant elle, certains, enfin, une romancière qu'on connaît moins qui s'appelle René Massip, l'appelait Petit Rimbaud. Vous étiez un peu furieux, mais je trouve ça très mignon. Oui, René Massip, je ne sais pas si vous vous rappelez, René Massip, c'était une romancière. Elle a eu le prix Interallié dans les années 70. Et elle était l'épouse de Roger Massip, qui était le rédacteur en chef pour l'étranger au Figaro. Et
alors elle venait dans la salle de rédaction du Figaro littéraire, parce que comme elle était écrivain, elle préférait évidemment aller voir les rédacteurs du Figaro littéraire plutôt que les rédacteurs politiques. Et alors elle m'appelait Petit Rimbaud. Alors, moi, j'étais emmerdé parce que c'est difficile à porter, hein, Petit Rimbaud. Hein, c'est quand même difficile. Alors, en plus de ça, je n'avais pas la tête de Rimbaud, j'écrivais pas de poèmes, j'étais pas révolté, donc je voyais pas bien pourquoi elle m'appelait Petit Rimbaud. Mais chaque fois, elle arrivait, elle me passait, elle me disait ah Petit Rimbaud, comment ça va? Alors évidemment, tous mes camarades du Figaro littéraire se fichaient de moi, évidemment. Petit Rimbaud, de temps en temps, ils me donnaient du petit Rimbaud. Et un jour, n'y tenant plus, je lui ai dit à René Massif, je lui ai dit, mais René, pourquoi m'appelez-vous Petit Rimbaud? Elle me dit, pourquoi ça vous... c'est un peu difficile à porter. Alors elle me dit, mais moi j'aime beaucoup donner aux gens que j'aime bien leur donner un nom d'écrivain. Mais si vous préférez Bossuet, je peux vous donner Bossuet si vous voulez. Ah bah, j'ai dit non. Et vous racontez d'autres anecdotes du même calibre. Et on se rend compte que dans ces années 60-70, la vie littéraire est très excitante. Il y a des mouvements, des chapelles, des cocktails d'éditeurs. Avec votre compère Jean Chalon, vous faites même ce que vous appelez le guide indiscret des restaurants et des salons littéraires. On s'amusait bien, non? Ah oui, alors ça, la vie littéraire a complètement changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas les salons littéraires, le livre sur la place n'existait pas. Et il y avait, ce qui a changé, c'est que les écrivains à l'époque n'avaient pas de contact avec le public. Il n'y avait pas de salon littéraire, pas de fête littéraire, pas de foire littéraire. Et puis, il n'y avait pas encore... La vision était balbutiante à l'époque. Il y avait quand même lecture pour tous. Et puis, mais enfin, c'était une émission qui passait, je crois, une fois par mois. Et puis, il y avait il n'y avait pas comme aujourd'hui Facebook, Twitter. On a l'impression que vous connaissez les écrivains, au fond, que vous pouvez les approcher, que vous pouvez les toucher, que vous pouvez les photographier, etc. Ça n'existait pas à l'époque. En revanche, il y avait entre les écrivains eux-mêmes une vie très très active. Ils se connaissaient tous et il y avait des rivalités, il y avait des chapelles, il y avait des mouvements, il y avait le nouveau roman, il y avait le mouvement surréaliste hein, qui touchait à sa fin, il y avait tout le structuralisme et tout ça donnait des polémiques incroyables dans la presse. Et puis il y avait beaucoup de déjeuners, de dîners où les écrivains aimaient se rencontrer. Par exemple, il y avait une revue, je sais plus, la revue de Jacques Brenner et de Jean-Louis Bory, qui réunissait au Procope chaque mois. Alors, il y avait une cinquantaine d'écrivains qui dînaient ensemble. Vous ne voyez plus ça aujourd'hui, absolument pas. Et puis il y avait alors des salons littéraires. Ça n'existe plus non plus. C'est-à-dire qu'il y avait des dames, généralement très riches, et qui recevaient des écrivains et des journalistes. Et je raconte qu'il y a eu un numéro du Figaro littéraire où Jean Chalon, alors qui était le spécialiste des salons littéraires, avait répertorié une quarantaine, je crois, de salons où il avait ses habitudes, où il racontait ce qu'on y mange, ce qu'on y boit, qui on rencontre, etc., etc. Et tout ça a alors vraiment totalement disparu. Il y avait donc cette vie littéraire est incroyable. Et puis, vous aviez des confrères aussi de renom, quand même. Et parmi ces confrères, François Mauriac. Alors, il n'y a pas beaucoup de piques hein, dans votre livre, parce que ça ne fait pas partie de votre nature. Vous préférez parler des gens qui vous sont sympathiques plutôt que des autres. Mais ce Mauriac, ma foi, il n'était pas, comme vous dites, avec les soutiers, il n'avait qu'indifférence et froideur. Oui, non, mais ça, c'est le 80e anniversaire ou 70e, je ne me souviens plus. Enfin, il y a eu Mauriac, c'était quand même le grand écrivain de l'époque. Je ne sais pas, les gens qui ont mon âge s'en souviennent. Et pour son anniversaire, à Bordeaux, il y avait eu une grande fête. Et puis au Ritz à Paris, son éditeur avait réuni 200 personnes. Et le Figaro littéraire ont décidé qu'il fallait offrir un cadeau à Mauriac pour son anniversaire. Donc, il fallait que ce soit le cadeau de tous les rédacteurs. On était, je ne sais pas combien, 140, 150. Et donc, on a fait une quête. Et moi, j'étais tout jeune encore, hein, et j'ai refusé de donner.
Alors là, ça a fait et j'ai entraîné avec moi 2 ou 3 autres rédacteurs du Figaro Vous voyez littéraire. que vous étiez révolté. Oui, oui. Alors, j'ai expliqué pourquoi, et je le dis aujourd'hui parce que ça me paraissait normal, c'est que j'adorais Mauriac. Quand il était à l'Express, je commençais la lecture de l'Express par les carnets de Mauriac. Au Figaro littéraire, je commençais la lecture du Figaro littéraire par les carnets de Mauriac, parce que là, on recevait chaque semaine une leçon de journalisme, une leçon de réflexion. Enfin, pour moi, c'était un enchantement de lire François Mauriac. Et parfois, il m'arrive d'ailleurs de reprendre un tome de ses mémoires, et de lire quelques pages pour le plaisir du style, pour le plaisir de la lecture. Mais il avait un grave défaut, c'est qu'il n'était pas généreux du tout. Et il venait voir le directeur du Figaro et le rédacteur en chef du Figaro littéraire environ 2 fois par mois, comme ça bavardage. Il est resté 7 ans au Figaro littéraire. Pas une fois, il n'a poussé la porte de la rédaction. Or, à l'intérieur, avec nous, il y avait sa secrétaire, mademoiselle Armelle Roux de Bézieux. Je m'en souviens encore de son nom. Eh bien, il n'est même pas venu une fois la voir. Elle allait chez lui le matin, elle recevait le courrier, elle tapait chez nous, mais il n'y avait qu'indifférence pour nous. Il n'y avait pas de... Le mépris, ce serait, je crois, trop fort, mais il avait une sorte d'indifférence. Et alors moi, j'ai dit, écoutez, j'admire François Mauriac, mais je n'ai pas j'ai pas d'affection pour lui. J'ai pas d'affection pour lui. Il n'est pas généreux de son temps avec nous, puisqu'il ne nous voit jamais, puisqu'il a l'air de nous mépriser. Non, moi je suis pas généreux avec lui. Je ne donnerai rien, pas un sou. Oui. Voilà. Et vous avez cette expression amusante. Vous dites que vous ne voulez pas abonder au denier du culte. Bah oui, c'était le denier du culte. Oui. Ah oui, c'était le denier du culte. Alors qu'il y avait un autre académicien, mais Goncourt, qui s'appelait André Billy, alors qui est complètement oublié aujourd'hui. André Billy, qui était un personnage formidable, qui était un écrivain de la première moitié du XXe siècle. Et il venait au Figaro littéraire chaque semaine pour son courrier. Et alors lui, il était formidable parce qu'il nous racontait des histoires sur tous les écrivains justement du début du XXe siècle, c'est-à-dire sur Apollinaire, sur Marie Laurencin, sur Max Jacob. Avec plaisir, il nous racontait toutes ces anecdotes, on lui posait des questions, il y répondait. Et malheureusement, le jour de son 80e anniversaire, il n'y a pas eu de quête au Figaro pour lui offrir. Mais sinon, là, j'aurais donné, et beaucoup. Il y avait Revel aussi, que vous appréciez. Revel, Jean-François Revel. Ah, il y avait Jean-François Revel, oui. Et dont vous nous révélez une passion oui, je révèle étonnante. quelque chose que les gens ne savent pas sur Jean-François Revel. C'est que il était passionné c'est un passionné de turf. Il jouait tous les jours sur des courses à Longchamp, à Vincennes, à Deauville. Et il avait une connaissance incroyable des chevaux. Il était ami avec un rédacteur du Figaro littéraire qui s'appelait Sylvain Zegel. Alors tous les deux, ils se mettaient dans un coin et ils faisaient ce qu'on appelle le papier. Ils faisaient le papier. C'est-à-dire, alors, qu'est-ce qu'on met sur telle course, sur quel combien. Et je me rappelle, Revel connaissait le nom des propriétaires, des chevaux, des entraîneurs, des jockeys. Il savait tel cheval, quels étaient ses géniteurs et les géniteurs du mâle et de la femelle, etc. Il connaissait tout ça par cœur. C'est incroyable. Et alors, il y a une chose, je me disais, mais comment un philosophe, un homme de son érudition, peut-il perdre son temps dans des choses aussi futiles que de jouer au PMU? Et puis, après, je me suis reproché d'avoir eu parce que après, on m'a reproché à moi, finalement, d'avoir la passion pour le football. Et finalement, ma passion pour le football, c'est exactement la passion de Revel pour le turf. Voilà. Et puis, parce qu'il faut bien tourner la page, le 2 avril 1973, ouvrez les guillemets, commence, et vous avez un chroniqueur de luxe, mais éphémère, et vous relatez aussi cette anecdote qui est moins connue, qui est donc Jean-Pierre Melville. Mais il ne va pas rester très longtemps dans votre équipe, si je puis dire. Oui, alors, Jean-Pierre Melville, bon, vous savez, c'est un grand cinéaste. Malheureusement, de temps en temps, on voit un de ses films quand même à la télévision. Comment je me rappelle, le Doulos, enfin bref, je ne me rappelle plus les films avec Delon, comment ça s'appelle le cercle de... Cercle Rouge.
Non, non, mais le film de Delon, c'est... Comment il s'appelait hein On reviendra la semaine prochaine. Bon, cinéaste célèbre à l'époque, donc c'était en 73 quand je commence, et j'avais autour de moi des chroniqueurs. Et d'un seul coup, il m'est venu l'idée de demander à Melville, qui a fait les extraordinaires films policiers, de tenir dans mon émission une chronique du roman policier. Alors je suis allé le voir dans ses studios, il avait des studios au sud de Paris. Et puis il m'a dit, ah oui, ça m'amuse beaucoup. Alors on m'avait mis en garde, on m'a dit, attention, il a un caractère pas facile du tout. Mais première impression, très bonne, etc. Et à la 3e ou 4e émission d'Ouvrez les guillemets, il vient et je lui pose des questions, il parle de romancier, de policier classique, et puis ça se passe bien. Mais le lendemain, il m'appelle au téléphone, il me dit, soyez gentil, passez me voir. Alors je vais le voir, je me suis dit, bon, il n'est pas content, certainement. Et alors je me suis dit, bon, je ne vais pas laisser assez de temps, mes questions n'étaient pas bonnes. Pas du tout. Il me dit, vous courez à la catastrophe. Comment je dis, cours à la catastrophe? Si, votre émission court à la catastrophe. Le metteur en scène, celui qui réalise l'émission, est nul, complètement nul. Et je lui dis, mais c'est Claude Barma. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, Claude Barma, c'est une immense vedette de la télévision. C'est lui qui a fait Les Maigret, celui qui a fait Les Rois Maudits, etc. Mais je lui dis, mais c'est Claude Barma. Il me dit, tout Claude Barma qu'il est, je peux vous dire que la mise en scène qu'il vous impose est affligeante. Et alors, c'est vrai que Claude Barma avait fait une mise en scène un peu bizarre où certains invités se tournaient le dos. Et alors, pour s'écouter, ils prenaient une sorte de torticolis pour s'écouter. Et alors moi, je bougeais beaucoup. Il m'avait dit, mais non, faites plus simple. Asseyez-vous dans un fauteuil, mettez une table devant, 6 fauteuils, et puis on ne bouge plus. C'est idiot, votre truc. Dites-le à Barma. Mais Barma, c'était une vedette, une star de la télévision. Et moi qui débutais, je ne me voyais pas aller voir Barma en disant, dis donc, ton truc, là, ça ne va pas du tout. Là. Il aurait très bien vu que je n'étais pas capable, moi encore, de faire une sorte de critique de la mise en scène à la télévision. Ce n'était pas possible. Donc il aurait très bien vu que ça venait de Melville. D'autant que Barma n'avait pas du tout apprécié la prestation de Melville. Mais enfin, bon, tout de suite, au fond, c'est quand vous mettez deux personnes célèbres dont le métier est l'image, à l'un et à l'autre, mais l'un est à la télévision, l'autre au cinéma, évidemment, ça se passe finalement pas très bien. Je n'avais pas pensé à ça. Et puis finalement, il est parvenu parce qu'il m'a dit non, tant que la mise en scène est comme ça. Alors c'était l'été et malheureusement, on a changé d'ailleurs de mise en scène en septembre, mais entre-temps, au mois d'août, Jean-Pierre Melville est mort. Mais finalement, oui, je pensais à ça. Vous avez suivi son conseil, parce que vous allez rester pendant 27 ans après, ouais. face aux auteurs que vous allez inviter. Ouais. Et donc, on rentre dans la grande époque et les riches heures et années d'apostrophes. Et évidemment, il pourrait remplir plusieurs volumes. Mais là, vous égrenez quelques noms comme cela. Par exemple, Marguerite Duras, qui a été quand même une de vos invitées de choc, si je peux dire. Et vous parlez juste de ces sublimes silences et d'une époque où vous, incorrigible, et parce qu'on ne supporte pas le silence à la télévision, on a du mal. Et donc, vous aviez beaucoup de mal à respecter ces moments comme ça de blanc. Le silence, c'est la mort de la télévision, hein, c'est la mort de la radio. L'ennemi, c'est le silence. Donc, regardez à la radio, il n'y a jamais vous n'avez pas 10 secondes de silence, ça n'existe pas, même pas 5 secondes. Généralement, le silence, c'est quand un journaliste est à Paris et interviewe quelqu'un qui est aux États-Unis, mais par exemple, et alors il y a toujours le décalage, il y a toujours 3 secondes. C'est le seul silence qu'on peut observer finalement à la radio et à la télévision. Et Marguerite Duras, vous avez raison, vous vous rappelez, elle parlait très calmement, mais en lâchant ses mots comme si elle avait des difficultés. Mais ce n'était pas des difficultés, c'est-à-dire que c'était sa manière de s'exprimer en prenant 1 ou 2 silences avant de répondre, parfois s'arrêtant dans une phrase et prenant encore 2 ou 3 secondes pour continuer la phrase. Enfin bref, et au début, j'étais déstabilisé parce que je me disais, mais les gens m'en foutent le camp, c'est pas possible. Et puis au bout de, je sais pas, 5-6 minutes, je me suis dit, mais non, tu as tort. Elle dit autant de choses dans ses silences qu'avec ses mots.
Et c'est vrai, quand j'ai revu l'émission après, on s'aperçoit que dans sa manière d'être, dans son visage, dans ce qui se passe dans ses yeux, dans la manière dont elle bouge, comme ça, elle dit des choses qui font le lien entre ce qu'elle vient de dire et ce qu'elle va dire. Donc il y a des silences qui sont très, très bavards. Vous avez appris de toute façon à accepter les différentes élocutions de vos invités, parce que vous faites aussi, on pourrait penser à Patrick Modiano quand même, avec ses prestations absolument non, mais étonnantes, et puis Françoise Sagan, vous parlez aussi de Françoise Sagan qui avait quand même un débit, elle, pour le coup, très saccadé, et on aurait pu mettre des sous-titres pour certaines de ces interventions. Donc vous l'avez invité 11 fois. Ça s'est toujours plutôt bien passé, mais vous avez ce sentiment curieux, l'impression qu'on l'obligeait un peu à la télévision et qu'elle ne vous appréciait guère. Alors, sur Sagan, d'abord une chose, vous vous rappelez, elle fumait. Alors elle fumait. Et je pense qu'aujourd'hui, si Sagan existait encore, si elle vivait encore, je pense qu'elle ne pourrait pas aller à la télévision. Elle ne pourrait pas parce qu'on lui interdirait sa cigarette, elle ne pourrait pas rester une heure et quart sans fumer, c'est impossible. Donc je pense qu'elle ne pourrait plus aller à la télévision. C'est un cas quand même extrême, hein, Sagan avec la cigarette. Non, il se trouve que vous avez raison, j'ai interviewé 11 fois sur des livres, ça s'est toujours très bien passé, mais je savais par des interviews qu'elle donnait, je vais être un peu vulgaire, mais ça l'emmerdait de venir à la télévision. Ça l'emmerdait. Mais elle était obligée de venir parce que ses éditeurs l'y obligeaient. Il fallait faire la promotion de son livre. Donc elle venait, j'avais l'impression, en traînant les pieds, en étant comme ça, en disant je vais encore perdre une soirée. Et puis surtout, on est né la même année, donc on a vécu la guerre au même âge. Et je savais, elle n'en avait pas parlé à l'époque, je savais qu'elle avait vécu la guerre un peu dans la région Rhône-Alpes, et à Lyon notamment. Et je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien échanger nos souvenirs de guerre, d'enfants de la guerre, entre 5 et 10 ans. Qu'est-ce qu'elle a vécu et qu'est-ce que moi j'ai vécu, peut-être pas très loin l'un de l'autre. Eh bien, 11 fois, je n'ai pas osé lui dire voulez-vous que je puisse vous inviter à déjeuner ou à dîner, ou bien buvons un verre quelque part. 11 fois, j'ai calé. J'ai pas osé. 11 fois, incroyable, hein. Alors qu'on peut penser que je suis hardi, pas du tout. Eh bien, 11 fois j'ai calé parce que je me disais, au dernier moment, je me disais, mais j'ai rien à foutre de ces souvenirs de la guerre de 14, de la guerre de 40, rien à foutre. Et puis, comment tu vas faire avec elle? Elle peut pas avoir de la sympathie pour toi, d'abord parce qu'elle est obligée de venir à ton émission, elle ne peut pas faire autrement. Et puis deuxièmement, elle aime vivre la nuit, elle aime les gens qui sont des aventuriers, des séducteurs. Toi, tu es un petit fonctionnaire de la télévision, tu arrives avec ta valoche pleine de livres et tu interviews les écrivains. Donc nous n'avons aucun atome crochu. Et en plus... On ne saura jamais, c'est un rendez-vous raté. On ne saura jamais ce qu'aurait donné ce rendez-vous. Et en plus de ça, je me disais, voilà, en plus de ça, mettons que je l'invite dans un bar, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commander un whisky, automatiquement. Et moi, pas du tout, je déteste le whisky. Donc je serais obligé de lui avouer que je déteste le whisky. Ça va mal commencer, la conversation, très très mal. Donc au fond, voilà, 11 fois, j'ai reculé devant l'obstacle. Et après... Mais c'est après sa mort que j'ai découvert une interview d'elle où elle racontait effectivement ses souvenirs, où elle a été à Lyon, effectivement. Elle a été elle était sous les bombardements en 1944 du quartier de Vèze à Lyon. Alors elle parle de sa mère qui était un peu folle quand même, un peu folle. Et donc il y avait des souvenirs très intéressants, très, très charmants qu'on aurait pu échanger. Malheureusement, voilà, ça ne s'est pas fait. Mais par ma faute. Hein. Vous souvenez-vous de l'émission du 3 juillet 1981 ? Si j'en parle, c'est que je viens de le lire ou de le relire. C'est le jour où Paul Pavlovitch est sur votre plateau et avoue son imposture, avoue qu'il est à Jard et que donc
Romain Gary, finalement, aura eu le Goncourt 2 fois. Et c'est un grand moment, ça. Et le fait qu'il ait choisi quand même votre plateau pour dénoncer, enfin annoncer cela, c'était un moment extraordinaire dans la vie littéraire. Ah, ça, dans la vie littéraire, l'émission, donc ce 3 juillet 81, où Paul Pavlovitch vient à la télévision et dit Ajar, ce n'est pas moi, Ajar, c'est Romain Gary. Évidemment, ça a été... moi, je me rappelle très bien parce que pour faire l'émission, il m'a invité 15 jours ou 3 semaines avant chez lui. Je n'avais pas de lien particulier avec lui. À 11h du matin, un samedi, je m'en souviens, il m'a dit, je vous peux buvez un café? Je lui ai dit avec plaisir. Il m'a dit, asseyez-vous parce que je vais vous dire quelque chose qui mérite, ça va vous étonner beaucoup. Je lui ai dit, ah bon? Et il m'a dit, ben voilà, je n'ai pas écrit un mot des livres signés Ajar, ce n'est pas moi, c'est mon oncle Romain Gary qui a écrit tout ça. Et moi, j'y croyais même pas, parce que je me disais, c'est pas possible. Et que vous dites même que la notoriété n'est pas gage d'homme de science. Et ça, j'ai pas l'impression que tous suivent bien cette enseigne. Écoutez, ça, c'est ma manière de vivre. Hein. Je ne sais pas si vous avez... C'est paru, je ne sais plus en quelle année, ce livre, Le Principe de Peter, de 67, quelque chose comme ça. C'est un livre drôle, hein, c'est un livre d'humour. C'est un livre d'humour. Vous savez, Le Principe de Peter, je vais vous le rappeler, c'est dans toute hiérarchie, chaque employé atteint un jour son niveau d'incompétence, ce qui me paraît vrai, particulièrement dans le domaine politique. Et j'ai trouvé ce livre formidablement drôle, j'avais fait un papier enthousiaste, mais je me suis dit que derrière l'humour, il y a du sérieux, il y est vrai. Et c'est vrai que souvent, on veut grimper dans la hiérarchie et souvent on atteint un poste où on se révèle incompétent, même si on est mieux payé, etc. Et donc j'ai appliqué dans ma vie, toute ma vie, le principe de Peter. Le principe de Peter. Quand on me proposait quelque chose, je me réunissais avec Peter et je lui disais, voilà, qu'est-ce que je fais? Et Peter, plusieurs fois, m'a dit, n'y va pas, tu vas faire une connerie. Et par exemple, quand Pierre Desgroupes, qui était devenu directeur de France 2, m'a proposé le journal de 20 heures en alternance avec Christine Ockrent, Peter m'a dit, n'y va pas. C'est pas bon pour toi, pas bon. Tu vas te retrouver devant un prompteur pendant une demi-heure, tu vas t'emmerder à lire le prompteur. En plus de ça, les politiques seront toujours en train de te critiquer. Tu n'auras pas la même liberté que du temps d'apostrophe. En plus de ça, tu n'as pas une culture politique assez grande pour soutenir le choc du journal de 20 heures. Donc refuse. Et j'ai refusé. Vous l'avez échappé belle. Hein? Vous l'avez échappé belle. J'ai échappé belle, oui, j'ai échappé belle, parce que sinon j'aurais arrêté apostrophe. Non, c'est vrai que c'était... Non. Et même aujourd'hui, j'applique le principe de Peter. Quand on m'appelle, par exemple, participer à un débat à la radio ou à la télévision, je me dis, j'y vais ou j'y vais pas. Si je trouve que je n'ai rien à dire, ou plus grave, je suis incompétent, je dis non, évidemment. Parce que quand vous avez une certaine notoriété, on vous appelle pour n'importe quoi. Les gens pensent que la notoriété est un brevet d'omniscience. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. On connaît des choses dans certains domaines et pas dans d'autres. Alors, c'est stupide d'aller sur des plateaux pour dire des banalités ou pour finalement rester silencieux et écouter les autres. Donc, quand on me propose une chose où je pense que je peux apporter quelques petites lumières, je dis oui. Sinon, je dis non. Voilà. C'est grâce à Peter. Et alors, vous voyez, l'influence d'un livre, hein, je vous rappelle, alors, les auteurs du livre s'appellent, c'est deux Anglais, Le Principe de Peter. Ça devrait être une lecture obligatoire. Oui, mais il y a beaucoup de gens qui le connaissent, le Principe de Peter. Hein, il y a beaucoup de gens de... Je crois que notre rencontre s'achemine doucement vers la fin. Et il y a un domaine de compétence qui est le vôtre, ça, tout le monde en est assuré, ce sont les mots. C'est le goût des mots que vous avez et qui vous tient depuis des siècles, des années plutôt, c'est plus... Des siècles, ça fait beaucoup. Et je repense à une anecdote que vous citez dans votre livre, qui est une dictée. Non, attends, ça ne vous intéresse pas ce que je dis, hein, du tout. Le Principe de Peter s'appelle Le Principe de Peter de Laurence J. Peter et Raymond Hull, H-U-2-L. Et c'est sorti en 1970. En 1970. Mais je pense que ce livre, vous pouvez le trouver. Hein. C'est formidable.
Vraiment formidable. Bon, Donc, pardon. oui, Pardon, non, mais Marianne, pardon. Juste pour terminer, Bernard, j'aurais voulu qu'on revienne 2 secondes sur cette passion et cette compétence que vous avez sur les mots, ce goût des mots, des accents circonflexes, et puis qu'on revienne à cette dictée de 2003 que vous aviez émaillée avec malice de quelques mots qui vont nous paraître absolument gentils, mais qui ont été qualifiés après dans une espèce de chronique virulente par Maurice Druon d'ordurier. Et ça, c'est à mourir. L'anecdote est à mourir de rire. Donc ces mots, donc vous vous souvenez que dans là c'était les Dicodores, bon, la finale, il y avait des mots un peu difficiles, des expressions compliquées, et cela était gentillé, ces mots qui vous ont été reprochés. Oui, mais bon, M. Maurice Druon était un je sais pas, d'ayatollah de la langue française. Alors, il défendait la langue française, et il avait raison, c'était son rôle. Il était académicien, c'était son rôle, mais il le défendait. Moi, là, il le défendait d'une manière stupide, absolument stupide. Il se prenait pour, enfin, je ne sais pas, pour tous les plus grands grammairiens du monde, et il avait tort. Et donc, un jour, il m'a attaqué dans un article, justement, du Figaro, et dans cet article, il a commis un barbarisme. Alors, la chance. Je me rappelle quand j'ai lu l'article, j'étais attaqué. Mais alors, et quand j'ai vu le barbarisme, j'ai dit « Merci, petit Jésus ». Et évidemment, j'ai répondu en soulignant le barbarisme, le renvoyant au dictionnaire d'Académie française, etc. Vous vous souvenez, c'était le mot étiage. C'est le mot étiage, oui. Oui. Il disait, à un moment dans sa lettre, il disait quand le français au XVIIIe siècle était à son plus haut étiage, etc. Alors, le mot étiage signifie le plus bas d'une surface d'eau. Donc, c'était un contresens, c'était vraiment incroyable. Et alors là, non, mais alors, le plaisir que j'ai eu à écrire cet article, la réponse, dictionnaire d'Académie française, tome 4, etc., de colonne 2, etc., définition du mot étiage, etc. Oh, ça, c'est le rêve. C'est une des grandes joies de ma vie. Malheureusement, il est mort. Il n'y aura plus d'article de Maurice Druon. Je crois qu'il faut en terminer là. On aurait pu parler encore des anecdotes. Des accents circonflexes. Les accents circonflexes. Mais moi, on termine sur les accents circonflexes. Ah oui, on termine sur les accents circonflexes. Terminons sur les petits chapeaux. Les accents circonflexes. Moi, je suis pour l'accent circonflexe. Je vais en mettre partout. Mais non seulement, je ne suis pas pour qu'on les enlève, mais c'est pour en mettre d'autres. Mais c'est incroyable. Je dois dire que Madame, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale a réveillé cette vieille réforme, rectification de la langue française de 1990, et donc dans laquelle on supprimait l'accent circonflexe sur le i et le u. Alors, moi, je suis tout à fait contre, absolument, évidemment contre. Pourquoi ? Parce que c'est une atteinte à l'esthétique de la langue française. Si vous supprimez les traits d'union, les apostrophes, et tout ça, vous enlevez de quelque chose, de l'apparence de la langue française. Elle a une beauté. Et si vous en prenez à cette beauté, c'est terrible. Dans le livre, je fais cette comparaison. Je trouve que les traits d'union, les parenthèses, les accents circonflexes, les accents aigus, graves, les trémas, etc., sont à la langue française ce que sont les bracelets, les petits bijoux, les ceintures à la mode. Si vous enlevez tout ce qu'on appelle les accessoires, la mode ne sera plus la même, c'est évident. Si vous supprimez tous ces petits colifichets, ces petites choses, les zips, les machins, votre mode sera moins belle. Si vous retirez tous les accents de la langue française, elle sera moins belle. Et donc, moi, je suis pour qu'on mette des accents circonflexes là où il n'y en a pas. Prenez par exemple arôme. Arôme, il y a un accent circonflexe. Mais aromatique n'en a pas. Alors, la commission disait, alors supprimons l'accent circonflexe sur arôme. Mais pas du tout. On voit l'accent circonflexe, on voit l'arôme monter avec l'accent circonflexe. On le voit, l'accent circonflexe vous vient au nez, il est là. Donc il faut mettre un accent circonflexe sur aromatique, mais pas retirer sur celui d'arôme. Mais ils étaient prêts à retirer l'accent circonflexe sur le haut de rôti. Le rôti, ça sent bon un rôti, l'accent circonflexe. Ils étaient prêts à retirer l'accent circonflexe sur le A de pâté et le A de pâtisserie. Le pâté, ça sent bon, la pâtisserie, ça sent bon. C'est incroyable. Non, mais alors, je peux vous dire, c'est qu'à l'Éducation nationale, il y a des types, des grosses têtes, ça c'est vrai,
très cultivés, etc. Mais ils n'ont aucun humour. Voilà. Aucun humour. Alors, il y a de... Il y a de vrais combats à mener, vous l'avez vu. Et Bernard Pivot, alors PI accent circonflexe VOT, se fera un plaisir de dédicacer l'ensemble de son œuvre. Je crois que tous les ouvrages sont là, dont celui-ci, donc je vous rappelle le titre, La mémoire ne s'en fait qu'à sa tête, n'en fait qu'à sa tête, chez Albin Michel. Merci à tous. Bonne soirée. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.